Donc, j'ai été vérifié sur l'université virtuelle 2020-2021. Effectivement, il manque l'ensemble des examens de juin et du mois d'août. Donc, j'ai commencé à transférer. J'en ai déjà fait un, mais je vais évidemment continuer à le faire. Alors, petite remarque importante, dans les vieux examens, par exemple 2015-2016, vous aviez un chapitre que vous n'avez plus au cours, qui est ce qu'on appelle la thermodynamique des gaz parfaits. Et donc, chaque fois qu'il y avait une question de thermodynamique des gaz parfaits, vous ne la travaillez pas évidemment, puisqu'elle n'est plus au programme. Donc, dès que vous voyez un diagramme pression en fonction du volume, eh bien, vous ne faites pas cet exercice. Vous le reconnaîtrez très vite, puisqu'on parle de rendement de moteur et des choses comme ça. Donc, ce chapitre-là a été supprimé, puisqu'on l'a remplacé par de l'électricité, de l'électromagnétisme. Donc la chaleur se transfère d'un corps à un autre par évidemment agitation moléculaire. Les molécules vont venir frapper la paroi. Certes, ça donne la pression, c'est un concept de quantité de mouvement, mais il y a aussi variation d'énergie cinétique lorsqu'il y a des chocs, c'est-à-dire transfert d'énergie cinétique d'une molécule à une autre molécule. Hein, c'est le principe de choc moléculaire. L'énergie cinétique totale est conservée, ce sont des chocs élastiques, mais vous pouvez diminuer l'énergie cinétique d'une molécule et augmenter l'énergie cinétique d'une autre molécule. Par ces principes de choc, il y aura moyen de transférer de la chaleur d'un corps chaud vers un corps froid. Et il existe un certain nombre de mécanismes de transfert de chaleur que nous allons illustrer et que nous allons utiliser. Alors, la première notion, c'est évidemment si la quantité de chaleur évolue au cours du temps, hein, puisqu'il y a un transfert de chaleur d'un corps à un autre pendant un certain temps. La chaleur, ce sont des joules, hein, c'est de l'énergie, et donc le flux thermique seront des watts, c'est la quantité de joules par seconde que vous transférez d'un corps 1 à un corps 2, donc d'un corps chaud par exemple vers un corps froid. Et donc on va utiliser systématiquement la notion de flux thermique qui se mesure en watts. Il y a un certain nombre de façons de faire, de transférer cette chaleur, et la première est le rayonnement. Là, il n'y a pas besoin de contact entre les corps, tous les corps chauffés émettent de l'énergie, émettent un flux thermique. Parce que, effectivement, toutes les molécules sont des corps chargés électriquement, même s'ils sont neutres en globalité. Il y a là-dedans des électrons et des protons. Ces charges sont en mouvement. Ces charges en mouvement émettent un rayonnement électromagnétique. Ce rayonnement électromagnétique, c'est de l'énergie. Donc le corps chauffé perd de l'énergie simplement par agitation moléculaire due à l'émission d'ondes électromagnétiques. Et la loi qu'il ne faut évidemment pas retenir et que je donnerai systématiquement est que le flux thermique émis par rayonnement est proportionnel, est égal à la surface du corps qui est en train d'émettre ce rayonnement et à la température, regardez ici, en Kelvin à la puissance 4. C'est-à-dire que si vous doublez la température du corps, vous multipliez par 16 la quantité de watts, c'est-à-dire la quantité d'énergie par seconde qui est émise par ce corps. Deux autres constantes apparaissent dans cette équation. La constante sigma, qui est une constante fondamentale qui s'appelle la constante de Stefan Boltzmann, Boltzmann, et la quantité epsilon qui s'appelle l'albédo du corps et qui est toujours plus petite ou égale à 1. La constante sigma vaut 5,67, 10 exposé à 8, moins 8 watts par mètre carré et par Kelvin à la puissance moins 4, puisqu'on a ici des mètres carrés et ici on a des Kelvin à la puissance 4 et que là on a des watts. L'émissivité du corps est toujours plus petite ou égale à 1 et l'émissivité vaut 1 si le corps est parfaitement noir signifiant qu'il émet autant qu'il absorbe. Et donc la notion de noir, j'ai mis des guillemets, c'est une terminologie pour dire qu'il est en parfait équilibre entre l'émission et l'émission de l'énergie. Et donc il n'émet plus en quelque sorte vers l'extérieur. Mais quoi qu'il en soit, on va considérer dans tous les exercices l'émissivité ici comme étant égale à 1. S, c'est la surface. Et évidemment, si on analyse dans le détail, est-ce que oui ou non un corps émet
ce rayonnement, il émet ce rayonnement, mais dans toute la plage des fréquences possibles. Et les courbes vont dépendre de la température. Donc un corps, par exemple, qui est chauffé à 5000 Kelvin ou à 4000 Kelvin, comme le Soleil, hein, qui est entre 4000 et 5000 Kelvin, va émettre peu dans l'infrarouge, beaucoup en lumière visible, un peu dans l'ultraviolet et de moins en moins à haute fréquence. Ici, donc, c'est à courte longueur d'onde. Les longueurs d'onde sont vers la gauche ici. Okay, et donc, en fait, l'émissivité ici, c'est un total, c'est le rayonnement total où on ne tient pas compte de ce qu'on appelle le spectre d'émissivité, c'est-à-dire le fait que la lumière émise par ce corps va dépendre de la température et la lumière va dépendre de la fréquence. Et donc, un corps qui est chauffé à 4000 et 5000 va émettre beaucoup de rayonnement dans la zone visible et donc l'œil humain va être capable de voir la quantité d'énergie émise par ce corps. Si le corps est plus froid, à 3000 Kelvin, il va émettre surtout dans l'infrarouge et notre œil sera incapable de voir ce corps. Et donc un corps humain qui est à 37 degrés Celsius, ce qui fait 300 et des cacahuètes Kelvin, eh bien, il émet quasiment tout uniquement dans l'infrarouge et pas du tout dans le domaine visible. C'est pour ça qu'un corps humain, dans la nuit, ne se voit pas, sauf si on utilise des caméras spécifiques, des caméras infrarouges. On est capable à ce moment-là de repérer les corps qui sont à 37 degrés Celsius par rapport à un environnement qui, lui, est par exemple à 20 degrés ou à 10 degrés. Donc, le rayonnement ici, c'est le rayonnement global. La loi qui est là, c'est une loi qui ne tient pas compte de quelle couleur il est en train de mettre ce rayonnement. On fait en fait la somme de toutes les énergies émises dans toutes les fréquences ou dans toutes les longueurs d'onde et on obtient ici une quantité totale d'énergie émise par seconde lorsque le corps est à température T en Kelvin et qu'il a une surface grand S. Et cette émissivité, cette émission-là, cette perte d'énergie, ce transfert de chaleur par rayonnement, va faire évidemment que la température du corps émet cela va diminuer évidemment, puisqu'elle perd cette énergie, et on ne peut jamais éviter ce genre de choses, sauf si on capte complètement le rayonnement et qu'on renvoie le rayonnement vers le corps qui est en train de l'émettre. Donc il faut utiliser un genre de miroir parfait qui renverrait complètement le rayonnement émis par ce corps vers le corps qui est en train de l'émettre. C'est pour ça que souvent on utilise les fameuses petites couvertures en aluminium pour couvrir des individus lors d'un accident. Ces petites couvertures en aluminium renvoient une quantité impressionnante de rayonnement vers le corps, et donc le corps qui est blessé au sol ne va pas perdre trop d'énergie par rayonnement grâce à la présence de ces petites couvertures qui renvoient tous les rayonnements, presque tous les rayonnements, vers le corps humain. Okay. Voici le spectre, lui, par exemple, du Soleil, hein, et qui vous permet de voir, par exemple, qu'au niveau de la Terre, bien, nous recevons du Soleil à peu près 1367 watts par mètre carré. Alors, pour vous donner une idée de la valeur de cette quantité rayonnée, je prends par exemple le calcul d'un flux thermique d'un être humain à 37 degrés. Donc de nouveau, un être humain à 37 degrés Celsius, masse 75 kg, taille 1,75 m. Bon, il faut connaître la surface totale du corps humain. Et là, il y a une équation expérimentale qui dit la surface du corps humain S à sa masse exprimée en kilos et sa hauteur exprimée en centimètres. Et donc, là, si j'ai la taille qui est 1,75 m, donc en centimètres, ça va faire 175. Je vais l'élever à la puissance 0,725. J'ai une masse de 75 kg, je l'élève à la puissance 0,425. Je multiplie le tout et je multiplie par 0,07184 et j'ai la surface exprimée en mètres carrés. Oula, excusez-moi. Et si vous faites le calcul du flux, eh bien, le flux est à peu près de 1000 watts, c'est-à-dire que vous perdez par rayonnement à peu près 1000 watts sans rien faire. Pour l'émissivité, je vous ai donné quelques exemples ici. Regardez, la peau humaine a une émissivité presque de 1, donc on est proche du corps noir, la neige de 0,99, mais si vous prenez par exemple de l'acier poli, eh bien l'acier émet beaucoup moins d'énergie. Regardez, 7 centièmes de la loi qui est indiquée là, eh bien, il n'y aura que 7 centièmes perdus
par émissivité. Okay, le gazon 0,75, l'or poli 2% seulement, donc 2% seulement de cette équation qui sera perdue par rayonnement. Okay. Bien entendu, il faut faire attention, le corps émet, mais il reçoit aussi de l'énergie par rayonnement. Et donc, lorsque vous calculez le flux total perdu par un corps, il faut tenir compte de la différence de température entre ce corps et le milieu ambiant. Il va émettre, s'il est à température T plus delta T, T étant la température ambiante, donc on va dire par exemple le corps est à 33 degrés Celsius, c'est-à-dire 306 Kelvin, j'ai à peu près 1,5 mètre carré de surface de corps, mais la pièce est à 29 degrés, donc à 302 Kelvin. Donc on a un delta T ici, eh bien de l'ordre de 4 degrés, donc ici j'ai un delta T de 4. Donc il va perdre par émission, c'est le fameux epsilon sigma st plus delta T à la puissance 4, mais il va le recevoir de l'énergie par rayonnement venant de la pièce évidemment. Et donc si on fait cette différence pour savoir finalement il perd combien, eh bien on peut calculer à ce moment-là en approximant le t plus delta t à la puissance 4 moins t à la puissance 4. Si vous approximez ça, ça correspond à faire un développement de Taylor-Maclaurin, c'est-à-dire à dériver cela, ce qui va vous donner 4 sigma t cube fois delta t. Et donc, le flux thermique vraiment perdu est différent du flux thermique seulement émis par pur rayonnement. On tient compte aussi du fait qu'il absorbe. Et donc, si on fait le calcul, cette fois-ci avec 1,5 mètre carré, on va voir qu'il perd à peu près 746 watts, mais il reçoit de la pièce 707 watts. Et donc, en fait, il ne perd que 39 watts, c'est-à-dire 39 joules par seconde. Donc, dans les exercices, faire bien attention si on demande un flux thermique comme ça dans l'absolu, ou s'il faut tenir compte du flux thermique venant de la pièce ambiante, qui lui, évidemment, chauffe le corps. Le rayonnement, quand vous êtes dans une pièce quelconque, eh bien, le rayonnement électromagnétique existe dans cette pièce partout, puisque vous avez de l'air chaud. Cet air chaud émet donc un rayonnement au même titre que vous émettez un rayonnement. Vous l'émettez à 37 degrés, disons, ou à 33 degrés, qui est la température extérieure de votre peau, par exemple, mais votre pièce émet aussi ce rayonnement. Lui, par exemple, si vous avez une pièce chauffée à 29 degrés ou à 20 degrés, il émet aussi un rayonnement à 20 degrés. Et donc, vous devez faire ce bilan entre ce qui est reçu et ce qui est donné. Le deuxième mécanisme fondamental, c'est la conduction thermique. À savoir, si vous avez un corps chaud à la température T2, que vous le mettez en contact avec un corps froid à la température T1, eh bien la chaleur va passer du corps chaud T2 vers le corps froid par contact. Il y a un contact physique, ce qui n'est pas le cas pour le rayonnement. Le rayonnement, il n'y a pas besoin de contact. Vous rayonnez de l'énergie, même dans le vide. Il n'y a pas besoin de contact entre matières. Ici, pour la conduction thermique, il faut un contact physique, un contact matériel entre les deux corps. Il y a une question, je vais vérifier tout de suite si j'arrive à ouvrir ce chat. Eh bien, c'est extrêmement long et je ne sais pas pourquoi. Bon, je suis désolé, je n'arrive pas à ouvrir le chat pour lire la question. Donc, vous pouvez toujours évidemment intervenir et ouvrir votre micro pour poser cette question. Il n'y a aucune difficulté. On interrompt le cours et on répond à la question. Donc, le chat va arriver, je vais continuer. Donc, ici, dans le cas de la conduction thermique, il faut un contact entre les deux corps et ça s'appelle la conduction thermique. Et on va faire intervenir ce qu'on appelle une densité de flux thermique parce que ce qui va être important, c'est la surface de contact entre les deux corps. Et donc, on va définir non pas un flux thermique qui était des watts, mais une densité de flux thermique qui sont des watts par mètre carré. Ah voilà, comme me demandait, la formule du flux thermique n'est pas à retenir. Je vais la donner aux examens parce que généralement, vous l'oubliez. Hein. Bien entendu, on peut la retenir, ce n'est pas une équation compliquée. Hein. Epsilon sigma st4, ce n'est pas non plus extrêmement complexe. Mais ça n'empêche qu'on a constaté au cours des années
qu'effectivement, ce n'était pas une équation facile à retenir. Donc, généralement, si vous regardez les examens, je donne l'équation du flux thermique. Mais de nouveau, vous donnez l'équation n'est pas un problème, c'est résoudre le problème qui est une difficulté. Voilà. Donc, on va définir la densité de flux thermique et évidemment, le flux thermique, qui lui sont des watts, eh bien, c'est la somme de ce flux thermique sur toute la surface de contact entre les deux corps. Donc, c'est l'intégrale de la densité de flux thermique par rapport à l'élément de surface. Ici, vous reconnaissez encore une fois la notion de flux à travers une surface. Ici, la surface n'est pas spécialement fermée, ça n'a aucune espèce d'importance. Il y a une surface de contact, ici non dessinée, entre le corps chaud et le corps froid. Il y a une loi expérimentale, voilà, qui s'appelle la loi de Fourier, qui dit simplement que le flux thermique va être proportionnel à ce qu'on appelle le gradient thermique. Le gradient thermique est la dérivée de l'espace par rapport à x de la température. La température va évoluer dans le corps, elle va diminuer du corps chaud vers le corps froid en suivant une certaine loi. Eh bien, la dérivée de la variation, la dérivée de cette température, ce qu'on appelle aussi le gradient de température, va être déterminée par la densité de flux thermique. Et la constante qui lie les deux est ce qu'on appelle la conductibilité thermique, c'est-à-dire ce qui va permettre au corps, à la température, à la chaleur, à l'énergie, de passer du corps chaud au corps froid. Si le corps est conducteur, très conducteur thermiquement, la chaleur va s'écouler très vite du corps chaud au corps froid. Si le corps n'est pas un bon conducteur thermique, eh bien la chaleur va s'écouler lentement du corps chaud vers le corps froid. Le signe moins est simplement parce qu'on veut que le flux thermique aille du corps chaud vers le corps froid. Or, il est clair que si on part du corps chaud au corps froid, la dérivée est négative puisque la température décroît, et donc en mettant un moins, on a bien un flux positif qui va du chaud vers le froid. Donc le moins dit simplement que la direction du flux est toujours du corps chaud, ici que je dessine en rouge, vers le corps froid, dessiné en vert. Et cette loi, comme je l'ai dit, s'appelle la loi expérimentale de M. Fourier. Maintenant, on peut utiliser ça pour déterminer comment va s'écouler la température et comment va évoluer la température. Parce que si la chaleur s'écoule, eh bien la température chaude va diminuer, la température froide va augmenter. Ce qui veut dire aussi que le gradient, ici la température, va changer et donc la densité du flux thermique va aussi changer. Alors la conductibilité thermique se mesure évidemment en phi, ce sont des watts par mètre carré. Le gradient de la température, c'est des kelvins par mètre. Donc, la constante K se mesure en watts par mètre et par kelvin. Rappelez-vous, le gradient, c'est la dérivée dans toutes les directions, dans la direction X, dans la direction Y, dans la direction Z. Et c'est un vecteur qui détermine la direction dans laquelle s'écoule et modifiée la température. On ne va pas utiliser ça dans le grand détail, on va faire toujours, nous, des exercices à une seule dimension pour que ce soit simple. Et donc ici, je vais faire un petit calcul, comme on le faisait pour tout ce qu'on a fait avant, en imaginant un corps de petite longueur, ici delta x, où j'ai un flux qui rentre et qui vaut donc la surface S fois la densité du flux thermique à gauche, et que j'ai un flux qui sort, et donc j'ai une surface S avec une densité de flux en un autre point. S'il y a un flux qui rentre et un flux qui sort qui ne sont pas le même, eh bien la température là va changer évidemment. Si vous rentrez 3 joules et que vous n'en sortez que 2, c'est que vous avez laissé 1 joule dans le corps, et si vous laissez 1 joule par seconde, la température de ce corps va monter systématiquement. Je vais donc calculer la différence entre le flux entrant et le flux sortant. Je vais dire évidemment que ceci va me faire l'élévation de température liée à la chaleur spécifique massique, puisque l'énergie va donner mc delta T au cours du temps. Et je vais donc insérer maintenant le lien entre le gradient, entre le flux thermique, la densité de flux thermique et le gradient de température, et j'obtiendrai une loi qui dira que la variation de température au cours du temps, multipliée par la masse volumique, multipliée par la chaleur massique, est égale à K, cette fameuse constante de conductibilité thermique, multipliée par la somme des dérivées secondes des températures. C'est une loi un peu compliquée,
mais que l'on va évidemment simplifier, mais qui est exactement obtenu comme on a toujours fait dans tous les exercices, que ce soit les ondes, que ce soit Archimède, que ce soit la mécanique des corps solides. On a chaque fois divisé l'objet en petits morceaux et on a fait le bilan, ici le bilan d'énergie, dans ce petit morceau, et on a obtenu une équation dynamique, puisqu'on a ici l'évolution de la température au cours du temps, en fonction de l'évolution de la température par rapport à l'espace, puisqu'ici on a la dérivée seconde. Regardez, ça ressemble presque à une équation d'onde, sauf que dans l'équation d'onde, on avait ici la dérivée seconde par rapport au temps et pas la dérivée première. Maintenant, évidemment, je vais simplifier terriblement le problème et on va traiter que ces cas-là. Je vais imaginer une solution stationnaire. Stationnaire signifiant que la température ne bouge pas au cours du temps. Si la température ne change pas au cours du temps, j'imagine un corps chaud ici à la température T1, j'imagine une température T2 à froid à droite. Entre T1 et T2, j'ai une distance petit e. OK. Tout est à une seule dimension. J'écris donc que la dérivée par rapport au temps est nulle. Ça veut dire que la température T1 à l'intérieur est constante, que la température à l'extérieur est constante. Ça veut dire que s'il y a de l'énergie qui passe du chaud vers le froid, c'est qu'il y a quelque chose ici à l'intérieur de la pièce qui maintient cette température constante, évidemment. Donc un radiateur ou un réchaud ou un poêle, mais ma température ici est constante. Je peux donc ici mettre égal à 0 puisque la température ne change pas au cours du temps. Ici, comme je ne travaille qu'avec la dimension x, la dérivée seconde par rapport à y et z fait 0. Et j'ai donc une équation extrêmement simple. La dérivée seconde de ma température par rapport à x doit faire 0. Ah, quelle est la fonction dont la dérivée seconde est nulle? Ben, c'est une fonction linéaire. La température, c'est a fois x plus b. Or, je sais que quand x égale 0, ma température fait T1. Quand x égale E, ma température fait T2. Et donc, de nouveau, c'est une équation de droite. La température à l'intérieur de ce mur qui sépare le chaud du froid décroît linéairement. Hein, T de x égale T2 moins T1 divisé par l'épaisseur fois x plus T1. Et donc, j'ai ici une équation linéaire de chute de température. Mais ce qui m'intéresse, c'est la densité de flux thermique. La densité de flux thermique, rappelez-vous, c'est moins la constante de conductibilité multipliée par le gradient de température. Oui, à Co, on n'étudiera que des situations stationnaires. C'est beaucoup trop difficile d'étudier des équations temporelles sur la température. Donc la densité de flux, c'est K fois le gradient, c'est-à-dire K fois la dérivée. Et donc on voit que la densité de flux est simplement une constante. K fois T1 moins T2 sur l'épaisseur. Je peux donc enfin calculer le flux thermique, c'est-à-dire la quantité de joules que je perds chaque seconde. La quantité de joules que je perds chaque seconde par conductibilité d'un corps chaud vers un corps froid est la surface S qui sépare ces deux corps, multipliée par la constante de conductibilité thermique. Quel est le matériau qui est là entre la température chaude et la température froide, multiplié par la différence de température et divisé par l'épaisseur. C'est-à-dire que plus le corps est épais, eh bien, plus petit sera le flux thermique. Plus la surface est grande, et plus grande sera le flux thermique. Cette équation de base, elle est fondamentale. Celle-là, je ne la répéterai pas, par exemple. Vous devez la mémoriser, c'est une simplicité, c'est une logique. Hein. Le flux thermique, quantité de watts, c'est la surface fois la conductibilité fois la différence de température divisé par l'épaisseur qui sépare les deux zones, température élevée et température froide. On peut aussi le faire dans le cas d'une sphère, par exemple. C'est la même équation, stationnaire, ça fait 0, sauf qu'ici, on a des dérivés un peu plus compliqués. J'ai une température froide au rayon R2, j'ai une température chaude au rayon R1. Je peux de nouveau calculer le profil de température. Je vous épargne cela, je vous donne la solution. La température va décroître comme en sur R. Regardez, ce n'est pas simplement linéaire, c'était linéaire quand j'avais deux murs bien parallèles, tranquilles. Ici, quand c'est deux sphères, ça décroît comme 1 sur R. Mais je peux quand même calculer le flux thermique qui décroît comme 1 sur R carré. La densité de flux thermique, pardon. Et donc, je calcule le flux. C'est facile, je multiplie par la surface. Et la surface, c'est 4 pi R carré, puisque c'est des sphères. Et donc, le flux thermique est bien une constante. Regardez, il vaut 4 pi R1, R2, les deux rayons. Et lorsque
est divisé par R2 moins R1, qui est bien sûr l'épaisseur qui sépare les deux sphères. Lorsque l'épaisseur est petite, les deux rayons sont quasiment égaux et on retrouve exactement la même formule qu'avant, à savoir le flux thermique entre deux boules, en quelque sorte, d'épaisseur petite par rapport à le rayon, ou entre deux murs, eh bien c'est toujours K fois la surface fois delta T divisé par l'épaisseur qui sépare la température chaude de la température froide. Donc par exemple ici, faisons un calcul simple, j'ai une peau, je sais que l'épiderme a 1 mm d'épaisseur et que la conductibilité de l'épiderme est 0,4 watts par mètre et par Kelvin. C'est la vraie valeur de la conductibilité thermique de l'épiderme. Supposons que la température intérieure est de 37 degrés et qu'à l'extérieur il fait 10 degrés. Et je prends une surface totale de peau de 2 mètres carrés, ce qui est à peu près une moyenne entre 1,50 m et 2 mètres carrés. La peau est le plus grand organe que vous avez, n'est-ce pas? Je vais donc calculer le flux thermique, la surface 2 mètres carrés, 0,4 pour la conductibilité, différence delta T est de 27 Kelvin, je dis la différence est la même en Kelvin ou en Celsius, épaisseur 1 mm. La peau est fine, n'est-ce pas? Je vois que je perds 21 600 watts, ce qui est 20 fois supérieur au rayonnement. D'accord? Évidemment, je perds les deux, je perds et en rayonnement et en conductibilité thermique. Mais vous comprenez ici maintenant pourquoi les êtres humains se protègent, n'est-ce pas? On ne va pas perdre 21 600 joules chaque seconde. Rappelez-vous, 4000 joules servent, oui, E c'est l'épaisseur. 4000 joules vous fait refroidir 1 litre d'eau d'1 degré. D'accord? Bon, supposons que vous faites 75 kg ou 70 kg, c'est à peu près 70 litres d'eau. Mais ça n'empêche qu'au bout d'une seconde, vous allez vous refroidir de façon très importante. C'est pour ça, effectivement, que les personnes qui tombent dans de l'eau froide, même si elles savent nager, eh bien, vont décéder parce que la quantité d'énergie perdue va être suffisante pour accélérer le rythme cardiaque et amener le cœur dans des situations de saturation. Il va donc y avoir arrêt cardiaque à cause simplement de la perte énergétique dans l'eau froide. Évidemment, on va faire un deuxième calcul beaucoup plus enrichissant, c'est de dire, OK, on va protéger l'épiderme en mettant une surface supplémentaire. Par exemple, une épaisseur ici de laine, ou simplement la couverture du poil. Les animaux, nous sommes des animaux à poils. Eh bien, nos poils sont là pour créer une couche d'air qui est isolante et qui va donc isoler notre peau pour améliorer, vous allez voir, la perte d'énergie, c'est-à-dire pour diminuer la perte d'énergie. Je peux donc calculer le même exercice, quelle est l'évolution de température. Eh bien, entre la température T1 et la température intérieure que je ne connais pas, la loi température décroît linéairement. Même chose entre cette température intermédiaire et la deuxième. Je peux donc très facilement calculer le profil de température. Et il faut évidemment que la température à gauche ici et la température à droite soient la même quand je suis en x égale 1. De même, je dois avoir le même flux, c'est-à-dire la même quantité d'énergie qui passe à gauche, calculée de la gauche ou calculée de la droite. Bref, si je calcule à ce moment-là la loi, on peut trouver quel est le flux thermique qui coule à travers, cette fois-ci, deux épaisseurs. Regardez, quand j'avais une épaisseur, j'avais le flux égal surface fois K fois delta T divisé par l'épaisseur. Quand j'ai deux épaisseurs avec deux conductibilités différentes, ma loi est un peu plus compliquée, mais elle se simplifie en regardant uniquement le dénominateur. Le dénominateur, c'est E sur K plus E sur K. E étant l'épaisseur, K la conductibilité. Et donc ici, dès qu'on va mettre deux matériaux l'un derrière l'autre, rappelez-vous avec les résistances, on appelait ça mettre deux résistances en série. Eh bien ici, lorsque vous allez mettre deux matériaux l'un derrière l'autre en série, vous additionnez au dénominateur les E sur K. Et les E sur K vont s'appeler évidemment la résistance thermique du milieu, puisqu'on les additionne en les laissant au dénominateur pour obtenir la résistance thermique totale. Voilà, maintenant, je recommence le même problème, mais cette fois-ci, je recouvre la surface de la peau, avec 1 cm d'épaisseur de laine, et la laine a une conductibilité de 0,05. Eh bien, je vais faire la résistance thermique. La résistance thermique de la peau, c'est E2 sur K2. La résistance thermique de la laine, c'est E1 sur K1.
j'avais, pardon, 2 sur K2, c'est la laine. J'avais 1 cm de laine avec une résistance thermique de 0, une conductibilité thermique de 0,05. La peau, c'était 1 mm avec une conductibilité de 0,4. J'additionne les deux résistances thermiques. J'obtiens 2,0025 que je mets au dénominateur. Et je vois donc que mon flux maintenant perdu est toujours ma surface de 2 mètres carrés, toujours une différence de 27 Kelvin, mais divisé maintenant par la résistance thermique totale qui vaut 2,0025 et pas 0,0025. Et je trouve que grâce à cette épaisseur de laine, okay, je ne perds plus que 27 watts, ce qui était évidemment très différent que les 20 000 watts, d'accord, que j'avais calculé précédemment. Donc effectivement, la majorité des animaux qui vivent à l'air n'ont pas un contact direct entre peau et extérieur. Soit ils développent des couches de graisse très importantes qui donnent l'épaisseur nécessaire et qui permettent ainsi de maintenir la température intérieure constante, soit il y a des poils, soit les deux, bien entendu. Et puis les animaux qui ne sont pas thermorégulés, ce qu'on appelle les animaux à sang froid, eh bien, eux utilisent d'autres mécanismes. Par exemple, ils s'arrêtent simplement, ils se mettent au repos tant que la température, tant que le flux thermique devient trop important pour diminuer leur température intérieure par rapport à la température extérieure et ainsi de perdre moins par conductibilité puisque leur propre température est capable de baisser jusqu'à la température extérieure et à ce moment-là, ils ne perdent quasiment pas d'énergie. Voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, comme ça vous avez du temps pour réfléchir. Donc ça c'est le fichier numéro 17. On va continuer avec 2 autres processus de régulation thermique qui sont d'une part la convection qui est compliquée et la sudation, parce que nous êtres humains, eh bien, nous avons un mécanisme qui permet de transpirer, qui permet donc d'utiliser la chaleur latente de vaporisation et qui permet aussi de nous faire refroidir quand c'est nécessaire. Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce cours? Ce cours est bien entendu le fichier, comme j'ai dit, numéro 17 sur l'UV. Je vais transférer aujourd'hui ou demain l'ensemble des examens de juin et du mois d'août. N'oubliez pas que cet examen-là possède Q1 et Q2 et que vous devez choisir lors de l'examen si vous faites Q2, pardon, Q2, vous êtes toujours obligé de le faire, mais si vous refaites Q1 ou pas. D'accord? Mais donc, dans les examens que je veux publier, il y a les deux imprimés. Ne soyez pas inquiets, il y a toujours et Q1 et Q2. Pour les vétérinaires, rappelez-vous, le concours ne porte que sur Q2, alors que l'examen, de nouveau, vous pouvez refaire Q1 si vous le désirez et toujours obligatoirement répondre à Q2. Ça, c'est pour l'examen de juin. Est-ce que vous avez des questions à poser? Ou sinon, le prochain cours est lundi prochain. Et je vais vérifier parce que de nouveau, c'est une heure étrange. Donc, lundi prochain, le 8 mars, moi, j'ai 14 heures. Pardon. Lundi prochain, le 8 mars, j'ai 14 heures. Et le 9 mars, j'ai 15 heures. Est-ce que c'est la même chose chez vous? Oui, non? Donc, est-ce que le 8 mars, vous avez bien 14 heures pour le cours et le 9 mars, 15 heures? Oui, oui. Oui, parfait, merci beaucoup. Eh bien voilà, si vous n'avez pas de questions, on se retrouve lundi prochain. Entre-temps, vous aurez tous les examens et j'ai scindé ici l'enregistrement en 2 morceaux. Comme ça, il n'y a pas le temps mort dans les 2 vidéos. Donc, pour ce cours-ci, vous allez avoir 2 vidéos qui seront mises. Donc, dès que j'obtiendrai via Teams les liens vidéo, je les télécharge et je les mets dans YouTube et le lien sur l'université virtuelle et sur la page Facebook. Voilà, bonne fin d'après-midi, bonne suite, puisque vous avez, je pense, encore des cours. Et qu'on nous demande de nous arrêter avant de telle façon